comme toujours, bonjour. Comme toujours, j'ai préparé la présentation de cet événement, mais naturellement, je n'ai pas mes notes avec moi, c'est normal. Alors, premièrement, je voudrais remercier ceux qui sont présents ici pour beaucoup de raisons, mais notamment, je dirais, parce qu'ils ont accepté de suivre une conférence en français qui n'est pas normalement le langage utilisé ici. C'est dommage, je l'ai dit, et je m'excuse avec le professeur Suppiot, mais normalement on utilise plutôt, comme vous savez, l'anglais ou l'italien, mais le français n'est pas normalement utilisé. Ça signifie que ceux qui sont ici comprennent le français, qui est une bonne chose. Et je voudrais remercier le professeur Suppiot parce que grâce à sa intervention aujourd'hui, nous écouterons parler français, nous participerons, j'espère, au débat après qui aura lieu en italien et en français en même temps, parce que le professeur Suppiot comprend l'italien. Je pense qu'il est aussi capable de le parler, mais peut-être il est un peu timide. En tout cas, je voudrais premièrement dire que les conférences d'aujourd'hui et de demain s'encadrent dans la coopération entre l'Université des Trente et les collèges de France. Je voudrais remercier Sandro Stringari, qui est le coordinateur des activités de la chaire, parce qu'il nous a demandé il y a quelques mois d'avoir la possibilité d'inviter un juriste. Normalement, la coopération entre les collèges de France et l'Université de Trente se développe surtout dans des sujets comme la physique, la mathématique, qui peut-être ont beaucoup plus de possibilités du point de vue du nombre de ceux qui sont professeurs au Collège de France, mais du moment que nous avons la chance d'avoir ici un juriste, nous avons essayé d'exploiter ces chances. Les professeurs Suppiot, comme vous pouvez apprendre en lisant ses notes biographiques, est professeur au Collège de France et il a été titulaire de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités. Il a une biographie vraiment étonnante et je ne peux pas commencer à la lire parce qu'autrement nous devons rester ici seulement à parler du curriculum vitae du professeur Suppiot. Mais quelque chose, je voudrais le dire, en particulier, il a été professeur de droit à l'Université de Poitiers et puis de Nantes, et chercheur invité dans diverses institutions étrangères, dans l'Institute of Industrial Relations de Berkeley, l'Institut universitaire européen de Florence et la Wissenschaftskolleg zu Berlin. Membre correspondant de la British Academy et docteur honoris causa des universités de Louvain et de Salonique. En 2017, l'année dernière, il a été nommé par l'Organisation internationale du travail membre de la Commission mondiale sur l'avenir du travail, un sujet très intéressant et qui naturellement va bien au-delà d'une spécialisation juridique. Le professeur Suppiot n'est pas seulement un juriste, il est aussi un anthropologue, il est un philosophe, et ses travaux se sont principalement déployés sur le terrain du droit du travail et de la sécurité sociale et celui de la théorie du droit. Il a publié
beaucoup de livres et d'articles en plusieurs langues, même en italien. C'est la raison pour laquelle je suis sûr que le professeur Suppiot sera prêt à répondre même aux questions que vous voudriez poser à la fin de la conférence. La conférence d'aujourd'hui a comme titre « Les bases dogmatiques de la démocratie ». Je proposerai au professeur Suppiot de parler, et après, s'il est disponible, nous pouvons demander s'il y a des questions auxquelles je suis sûr que le professeur Suppiot sera prêt à répondre. Alors, je lui donne la parole immédiatement parce que je suis vraiment très curieux de savoir quelle est sa position à propos du sujet d'aujourd'hui. Et demain, comme dit le programme, il y aura une autre conférence dans ce même endroit à 2h30 sur la réféodalisation du droit. Alors, Professor Suppiot, vous avez la parole. Sì, grazie per l'invito. Mi sarebbe piaciuto poter parlare l'italiano, ma non vorrei rovinare la più bella lingua del mondo, però grazie per avermi permesso di parlare francese tra cugini che condividono la stessa eredità latina. Donc je vais vous parler aujourd'hui des bases dogmatiques de la démocratie, mais ce sujet est lié à celui de demain sur la reféodalisation du droit. Ce sont les deux faces d'une même médaille. Il y a un lien logique entre les deux conférences. J'ai un texte sous les yeux dont la lecture prendra un temps trop important, donc je vais m'efforcer d'aller à l'essentiel. La démocratie est l'une des réponses inventées par l'humanité à la question qu'elle doit régler de l'imposition dans une société donnée de règles de vie qui doivent être respectées par tous ses membres. Et cette question de s'accorder sur des règles communes est une question qui ne se pose qu'aux êtres humains. C'est une question vitale pour eux. Car j'allais dire que nous menons tous, en tant qu'êtres humains, une double vie. D'un côté, une vie animale, végétative, digestive, que nous avons en commun avec les êtres vivants, et spécialement les mammifères sur cette planète. Et puis, d'un autre côté, par l'accès au langage, nous vivons dans un univers de représentation mentale qui se constitue avec l'apprentissage du langage. Et la langue est la première institution, et c'est aussi la première référence normative que nous partageons, et que nous partageons d'abord avec notre mère, la langue maternelle. C'est pourquoi les questions de choix de langue dans un espace politique comme l'Europe ne sont pas indifférentes, et c'est pourquoi renoncer à la diversité de ces langues serait un moyen de perdre contact avec la diversité culturelle de l'Europe. Mais donc, tout enfant déjà, nous avons commencé à vivre dans cet univers mental, et cet univers mental permet à la fois de se représenter le réel, mais aussi de se représenter ce qui n'existe pas, un pur imaginaire, ou de nous représenter ce qui n'existe pas encore, mais qui pourrait être fabriqué. Là, nous nous approchons du droit du travail. C'est d'abord des images mentales, et ensuite la projection de ces images sur le réel. Et c'est dans cette confrontation avec le réel que le travail contribue à l'hominisation de chacun de nous. Et c'est pourquoi
condamner des masses entières de jeunes gens et priver d'expérience du travail ne peut pas être sans conséquences extrêmement lourdes, qui ne sont pas seulement des conséquences économiques. Mais comme nous vivons dans cette double vie, le problème est de ne pas nous enfermer dans notre propre représentation mentale des choses. Ça, c'est ce qui définit la folie. Le fou, le délirant, c'est celui qui entend que le monde se conforme à l'image qu'il en a, à toutes ces images de toute puissance qu'on voit à l'œuvre déjà chez les petits-enfants et qu'on voit à l'œuvre aussi parmi les plus grands dirigeants de la planète, qui sont demeurés de ce point de vue des enfants inéduqués. Et le problème est donc de s'accorder sur un sens commun et partagé. Alors, la démocratie, pour reprendre cette notion de démocratie, c'est ce que j'appellerais un gros mot, comme les grosses caisses dans les concerts. C'est un mot qu'on entend souvent. À force d'être utilisé, il est presque vidé de toute signification. Donc, pour reprendre cette notion à sa racine, il faut l'envisager d'abord comme assemblée de paroles. La démocratie, c'est un type particulier d'assemblée de paroles. On se réunit, on fait cercle. Alors, vous voyez, je n'ai pas choisi n'importe quelle assemblée de paroles. J'étais très ému de venir à Trent, la ville du concile. Et il existe plusieurs types d'assemblées de paroles. La démocratie est un type, mais elles ont toutes certains traits en commun. Et pour le comprendre, je suis obligé de faire une petite incursion dans la linguistique. Empruntant à un linguiste américain, Charles Peirce, on peut distinguer trois types de représentation du monde auxquels correspondent trois types de références différentes. Le premier type, la première référence, elle est iconique. Vous voyez bien, il n'y a pas trop de lumière sur le... Oui, ça va. Elle est iconique, c'est-à-dire l'icône, c'est l'image physique de l'objet représenté, que cet objet existe ou non. Donc, les icônes sont des images d'abord, mais aussi des diagrammes, des équations algébriques, des métaphores. C'est le monde des iconiques. Seconde référence, c'est indiciaire. Alors l'indice, c'est la marque physique ou temporelle de la présence d'un objet, mais à la différence de l'icône, il ne ressemble pas nécessairement à cet objet, mais il signale sa présence. Tout ce qui marque l'attention, écrit Peirce, est un indice dans la mesure où il marque la jonction entre deux états de l'expérience. Par exemple, un coup frappé à la porte, ou un coup de tonnerre, ou les vêtements détrempés du visiteur, la démarche du marin, les mains calleuses d'un travailleur, la montre clinquante d'un président de la République, sont autant d'indices de quelque chose qui n'est pas présent dans l'expérience, mais évoqué par l'indice. Le troisième niveau de symbolisation, c'est la symbolisation que Peirce appelle symbolique, et le symbole, lui, se réfère à l'objet par la médiation d'un système de signes indépendamment de toute ressemblance ou lien physique ou temporel à l'objet. De façon très intéressante, Peirce le définit comme un légisigne. Il emploie donc une racine juridique. Il y a une légalité du signe. Un symbole est une loi, écrit-il. C'est un signe qui fait loi pour toutes les utilisations singulières. Et tout mot ordinaire est ainsi un symbole applicable à tout ce qui peut réaliser l'idée attachée à ce mot. Et donc, à la différence de l'indice, il n'est lié physiquement à aucun objet et il est lié aux objets par la médiation d'un système de signes dont il participe. J'espère que ce n'est pas trop abstrait, mais à la différence de l'indice, donc la langue nous relie à la réalité du monde, non pas directement, mais par l'intermédiaire d'une structure référentielle. C'est ça la spécificité du langage
l'humain. Bon, alors la différence est claire. Vous pouvez apprendre à un rat que s'il entend le mot mangiare ou le mot food, il va savoir qu'il va commencer à saliver parce qu'il a eu l'expérience qu'à chaque fois que ce mot advenait, la nourriture arrivait. Cela ne fonctionnera que tant que la nourriture arrivera. Si vous le trompez 10 fois, l'indice ne fonctionnera plus. En revanche, la signification d'un mot de la langue se conserve indépendamment de son actualisation, et je serais même tenté de dire, elle se conserve d'autant plus que cette actualisation fait défaut. Si vous allez visiter un grand malade, une vieille personne, pour elle, l'évocation d'un bain de mer sera quelque chose d'extrêmement puissant, alors même que c'est tout à fait loin de l'ici et maintenant de sa présence souffrante. Donc, vous voyez, il y a une grande différence dans le fonctionnement des indices et des signes. Ce qui spécifie le langage, c'est la notion de référence. Et là, je m'approche évidemment des questions juridiques. La référence en linguistique désigne autre chose qu'une simple indexation des choses, une collection de signes. Elle est aussi et d'abord référence à une structure symbolique. Et cette référence est nécessairement partagée par les locuteurs. C'est un point sur lequel a insisté le grand linguiste français Émile Benveniste, qui explique que dans l'énonciation, la langue exige de référer par le discours, à la fois pour soi et pour l'autre, à une même structure linguistique, c'est-à-dire co-référer. Donc dans tout échange linguistique, il y a nécessité d'une co-référence. Donc là où l'indice réfère à un objet naturel, la langue réfère à un système symbolique. Et la référence au sens linguistique employé par Benveniste ne désigne pas le lien direct du mot et de la chose, mais une commune référence à un système symbolique. Alors, la difficulté, c'est que ce système symbolique, il ne tombe pas sous les sens, il n'est pas matériel. Il échappe au sens. Et donc, la communication linguistique, je vais arrêter ici mon introduction linguistique, mais elle est très importante parce que nous sommes entre juristes ici. Il n'y a pas d'économistes dans la salle. Bon. Les économistes ont une vue, par exemple, très rustique de ce qu'est un contrat ou de ce qu'est la démocratie. C'est-à-dire, ils ont tendance à penser tout cela comme des opérations binaires, si je prends l'exemple du contrat. Nous avons contracté avec le doyen Nézy, donc ils vont dire, eh bien voilà, il y a un échange entre deux personnes. Or, pour pouvoir contracter, il faut que nous co-référions à une règle qui, en latin, s'appelait pacta sunt servanda. Si cette règle est absente, il n'y a pas de contrat possible. Donc, le lien contractuel est nécessairement ternaire et pas binaire. Nous allons voir que c'est la même chose pour la démocratie. Ce n'est pas un monde horizontal. Il suppose une commune référence à un intérêt commun, sans lequel il n'y a pas des assemblées de paroles démocratiques. Alors, ces assemblées de paroles démocratiques, si vous voulez, la notion d'assemblée de paroles, c'est le fait pour les êtres humains d'être réunis ensemble et de s'accorder sur deux problèmes qui se posent toujours sous des formes nouvelles. Qu'est-ce qui est? Comment est le monde? Quelle représentation? Alors maintenant, on va nous sortir des tableaux chiffrés pour essayer de... Et puis, qu'est-ce qui doit être? Donc, on est dans cette vieille distinction du Sein et du Sollen, de ce qui est et de ce qui doit être. Il faut, pour qu'une société politique existe, s'accorder sur ces deux dimensions. Dans la longue histoire des êtres humains, le plus souvent, ces assemblées sont référées à une référence purement hétéronome. C'est-à-dire, on va se référer à un livre sacré, révélé, ou à la volonté d'un prince ou d'un religieux. C'est ça qui va être la source du système symbolique commun. La démocratie, c'est un système très particulier dans lequel on s'assemble
pour définir cette référence en commun, avec la possibilité de la transformer en permanence. Alors, comment se passe ce processus? C'est le deuxième moment de mon exposé. Le premier, c'était pour vous parler de la démocratie comme assemblée de paroles. C'est une notion que je reprends à cet anthropologue Marcel Détienne, qui a montré que les Grecs n'étaient pas les seuls à avoir inventé la démocratie, qu'il y a des pratiques nombreuses, et notamment, là aussi, là c'est plutôt du côté des historiens du politique, plutôt que des économistes, qu'il y a des lacunes. Souvent, dans l'histoire politique, l'histoire de la démocratie, vous voyez, les gens sautent de la Grèce et de Rome à la Renaissance. Et on saute la période médiévale, qui a été très importante, et notamment les assemblées conciliaires, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que le droit canonique a joué un rôle important dans l'invention de la démocratie moderne. C'est à lui qu'on doit l'idée d'élection, c'est à lui qu'on doit aussi l'idée du consentement des membres de l'Assemblée de parole. Donc, l'édification d'une règle par consentement était quelque chose qui est directement lié au droit canonique, et notamment à cette idée que vox populi, vox dei, quand Dieu parle par la voix de ses fidèles, il ne ment pas. Donc, si on a consensus, c'est que là, on est dans la vérité. Ça joue un rôle très important. Enfin, je n'ai pas le temps de vous raconter. C'est passionnant, toute cette histoire de ce moment médiéval de l'invention de la démocratie. Je le signale juste parce que souvent, il est tout à fait refoulé. Alors, j'en viens donc à l'institution de la démocratie. Par quel processus une démocratie peut-elle voir le jour? Et évidemment, je me réfère ici aux expériences historiques auxquelles tout le monde peut penser. Et on peut dire que depuis ses origines antiques jusqu'au tournant néolibéral de la fin du XXe siècle, la démocratie avait toujours été pensée comme une construction institutionnelle fragile qui possède deux faces complémentaires. Une face objective, que j'ai appelée ici les institutions de la cité, et une face subjective, qui est l'institution des citoyens. Et là, j'emploie le mot institution dans le sens actif du verbe. Il faut instituer le citoyen. Il n'est pas donné d'avance, ce citoyen. Il faut le former. Au plan objectif, la démocratie, toute démocratie, sépare et articule soigneusement trois institutions qui ont chacune leur lieu et leurs règles propres. L'Assemblée politique, qui est la sphère de la délibération de l'intérêt public, le marché, qui est la sphère de la négociation des intérêts privés, et en troisième lieu, le sacré, au sens latin religio, parce que la notion de religio a d'abord un sens juridique, qui est très éloigné du sens contemporain, c'est-à-dire la sphère d'une référence dogmatique qui soit tout à la fois la source de sens et la garante du crédit de la parole, qu'elle soit politique ou commerciale. Ça, je parlais du marché. Je vais prendre un exemple. Lorsque, au Moyen-Âge, l'invention du consensualisme aussi nous est due au droit médiéval, lorsqu'un marchand vénitien, je ne pense pas, il y en avait beaucoup à Trento, ou de Gênes, émettait une lettre de change sur un marchand d'Amsterdam, ce qui permettait cette opération, c'est qu'ils croyaient tous dans le même Dieu, pas au sens d'une croyance privée, d'émotion religieuse. Non, il y avait un garant de leur parole. La lex mercatoria était fondée sur l'existence de ce garant commun. Alors, ces trois dimensions de l'institution démocratique, vous les trouvez aussi bien dans le plan de la Grèce, de l'Athènes classique. Vous avez l'agora, qui est le lieu du marché, des conversations, la pnyx, qui est le lieu de la délibération politique, et puis l'acropole, qui est le lieu du religieux. Vous le trouvez aussi dans un de mes problèmes, c'est que je ne sais pas la ville italienne dont je suis le plus amoureux, mais enfin, Sienne, j'ai un goût particulier pour Sienne, ayant vécu en Toscane une année, et vous voyez sur cette vue aérienne, souvent, on va dire la démocratie, c'est uniquement la place du palais de la seigneurie.
mais il faut la mettre dans ce contexte où il y a de l'autre côté la place du marché, et puis vous avez en haut le dôme. Et cette construction fait système, et cette dimension religieuse de l'institution de la cité incite à ne pas prendre pour argent comptant la thèse selon laquelle la démocratie irait de pair avec une sécularisation du politique. Ou pour le dire en termes plus précis, avec la thèse selon laquelle l'autonomie collective pourrait se constituer indépendamment de toute hétéronomie. Ça, c'est une tendance qu'on voit chez certains auteurs pour lesquels j'ai une très grande admiration. Je dois dire, quelqu'un comme, je ne sais pas si vous connaissez Castoriadis, non, c'est pas connu. Il a écrit un livre qui serait à recommander dès la première année de droit, c'est L'institution imaginaire de la société, mais il a tendance à voir la démocratie comme un modèle de pure autonomie. Or, de la même façon, si on reprend l'image de la langue, pour pouvoir parler librement, et même pour dire une seule solution, la révolution, comme disait Zapata, eh bien, il faut partager la même loi de la langue. Si vous le dites dans une langue que l'autre ne comprend pas, votre message révolutionnaire ne pourra pas être entendu. Donc il y a toujours une dimension d'hétéronomie pour permettre l'autonomie. L'autonomie des sujets s'enracine toujours dans une hétéronomie. Alors ce lien entre foi partagée et liberté civique a été souligné par un certain nombre d'auteurs. Je pense en particulier à Tocqueville, qui, étudiant la démocratie américaine, et Dieu sait si sa dimension religieuse elle est visible, écrivait que l'homme, s'il n'a pas la foi, il faut qu'il serve, et s'il est libre, il faut qu'il croie. Bon, ça résume ce que j'essayais de vous dire maladroitement. Donc il faut une base axiologique qui confère à la communauté politique un sens et qui s'impose à tous ses membres. Je vous en ai mis pour exemple la célèbre déclaration d'indépendance des États-Unis. Là, pour rendre hommage à la langue véhiculaire de votre faculté, je l'ai maintenue en anglais, bien entendu, mais où vous voyez qu'il est question de vérité évidente en elle-même. We hold these truths to be self-evident. Donc, la pierre angulaire de la Constitution américaine, ce sont des vérités qui n'ont pas besoin d'être démontrées, mais on les montre, on les célèbre. Donc elles ont une valeur dogmatique. Peu importe que demain, la biologie nous apprenne que telle population n'a pas le même système génomique ou que les hommes et les femmes. Non, l'égalité des êtres humains, elle est imposée comme un dogme. Et pour rentrer en démocratie, il faut adhérer à ce dogme. C'est cette dimension hétéronomique. Alors, ainsi conçue, la démocratie exige des citoyens elle exige un démos, en grec, donc un peuple de citoyens, dont les membres réunissent trois conditions qui correspondent chacune à l'une de ces dimensions constitutives de la démocratie. Bon, alors là, c'est pas bon, j'ai perdu une partie de mes images, alors je vais voir si je peux les retrouver, sinon on fera sans images. Comment ça se fait? Excusez-moi de ce problème. Il faut que je me sorte de... J'en ai pour une seconde. Si vous voulez bien. Je vais continuer sans les images, alors je suis désolé. Comment ça se fait que ça ne va pas aller plus loin? Ça doit être un problème technique parce qu'en fait elles sont là, les images. Alors on va voir si ça veut bien revenir. Vous pouvez les choisir, je pense, en cliquant sur la diapo. Marche. Ça va? Bon, alors vous voyez, nous avions dit qu'il y a trois conditions objectives. L'assemblée politique, le marché, le sacré. À ces trois dimensions correspondent trois exigences de la part des citoyens.
La première, c'est une formation et une éducation. Prendre la parole dans une assemblée politique, ce n'est pas la même chose que prendre la parole dans une taverne. Donc ça suppose une certaine éducation. À la condition du marché correspond cette condition que chacun doit pouvoir faire l'expérience du self-gouvernement dans le travail et dans l'expérience du travail. Et la troisième condition, c'est une éthique de la vérité. À la référence au sacré, il y a le respect de la valeur de la parole. Alors, je vais reprendre rapidement chacune de ces trois dimensions. Notez, en tant que juriste là aussi, que le droit, ce n'est pas simplement des instruments qui sont dans une armoire qu'on va chercher. Il nous habite. Les institutions participent de la construction subjective de chacun de nous, et donc la démocratie requiert un certain type particulier de constitution subjective. Commençons par l'éducation, ce que les Grecs nommaient la paideia, c'est-à-dire l'éducation entendue non pas comme accumulation de connaissances, ni comme préparation à l'exercice d'un métier, mais comme, on pourrait dire, une formation morale, c'est-à-dire la pratique du débat démocratique est une école de l'argumentation rationnelle. C'est un lieu où l'argument d'autorité doit céder devant l'autorité de l'argument. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, dans un système monarchique, par exemple. La parole du roi vaut plus que les autres. Là, non. Ce qui va donner la valeur de la parole, c'est l'autorité de l'argument. Et donc, tout à la fois, l'Assemblée démocratique suppose et contribue à entretenir chez les citoyens la capacité de distinguer l'utilité privée et l'utilité publique. La première condition, il faut être capable de se représenter quel est le bien commun, quel est mon intérêt propre, et ensuite la capacité de faire prévaloir l'intérêt commun, ou l'image qu'on en a, sur la représentation de son utilité particulière. Cette éducation a donc pour modèle le service de l'intérêt général et non pas l'enrichissement personnel. Les Grecs auraient sûrement trouvé répugnante la déclaration de mon actuel président de la République disant qu'il fallait que tous les jeunes Français rêvent d'être millionnaires. Ils auraient certainement trouvé ça répugnant par rapport à leur conception de la démocratie. Et ce point, vous le voyez courir dans toute la philosophie juridique et politique jusqu'au XVIIIe siècle, chez un auteur qui, à mon sens, est l'un des plus remarquables des Lumières françaises, c'est Montesquieu. Il explique que la démocratie suppose des citoyens qui soient capables d'un renoncement à eux-mêmes. Et écrit-il, ce qui est toujours une chose très pénible. Cette capacité à renoncer à soi-même, c'est ce qu'on appelle la vertu civique. Il le définit comme l'amour des lois et de la patrie, et il dit que tout dépend pour que la République, c'est-à-dire la démocratie, perdure, de la capacité qu'on a eue d'inculquer à la jeunesse cette vertu. Ça, c'est la première condition, l'éducation. Deuxième condition, la démocratie requiert des citoyens une autonomie économique par et dans le travail. C'est une condition qui est moins souvent aperçue. J'y ai consacré une année de cours au Collège de France. Vous savez qu'au Collège de France, on n'a pas beaucoup de cours à faire, mais il faut toujours faire des choses nouvelles. Et donc, mes 2 dernières années de cours étaient sur la démocratie économique. Et si on reprend l'histoire de la démocratie, les grandes expériences, on s'aperçoit qu'il y a toujours une base économique. La proto-démocratie grecque, ce sont les lois de Solon. Vous avez dû entendre parler de Solon, parce qu'il est aux juristes ce que Abraham est aux religions du livre. Et Solon, son premier geste pour faire reculer le risque de guerre civile qui menaçait Athènes, parce que les riches prenaient tout, les pauvres n'avaient plus rien ou étaient mis en esclavage, c'est l'effacement des dettes, et puis le fait de donner à chaque citoyen les moyens d'une autonomie dans le travail. On lui donne le minimum de terre, ou bien un artisanat qui va lui permettre, donc contrairement à ce qu'on dit sur le mépris grec du travail, enfin, ça a une place fondamentale dans la conception
athénienne de la démocratie. Et cette tradition, on la retrouve à la période des Lumières. Alors je vais citer un autre philosophe français, excusez-moi, mais enfin ils n'étaient pas mauvais à l'époque, français ou suisse d'ailleurs, Rousseau. Mais notez, on peut lire ensemble ce qu'écrivait Rousseau, vous verrez, c'est assez moderne. Il importe extrêmement de ne souffrir dans la République aucun financier par État, c'est-à-dire aucun banquier professionnel, moins à cause de leurs gains malhonnêtes qu'à cause de leurs principes et de leurs exemples qui, prompts à se répandre dans la nation, détruisent tous les bons sentiments par l'estime de l'abondance illicite et de ses avantages, couvrent de mépris et d'opprobre le désintéressement, la simplicité, les mœurs et toutes les vertus. Donc il dit, pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait un certain modèle économique qui est celui de l'indépendance par le travail. Et il n'est pas le seul à le dire. Montesquieu, déjà cité, écrit que l'effet naturel du commerce... Je cite Montesquieu parce qu'on le cite toujours comme celui qui a défendu les vertus civilisatrices du commerce, le doux commerce. Et c'est vrai, il y a ça dans son œuvre. Et si c'est cité par des gens qui n'ont pas lu Montesquieu, et Montesquieu, dans son travail, met en regard les vertus pacificatrices du commerce entre les nations et le risque de voir la démocratie où, à l'intérieur des pays, il dit si un pays est entièrement soumis à l'esprit de commerce, alors c'est la ruine de la vertu politique. Donc il y a un traitement différent, ce qui le conduisait à dire, alors je saute pour ne pas être trop long, parce que ce passage est très très clair, pour maintenir l'esprit du commerce dans un pays, donc là, il faut que les lois divisant les fortunes à mesure que le commerce les grossit. L'esprit de commerce va causer un enrichissement. Et il faut que le législateur intervienne pour sans cesse répartir cette richesse. Divisant les fortunes à mesure que le commerce les grossit, mettre chaque citoyen pauvre dans une assez grande aisance pour pouvoir travailler comme les autres, et chaque citoyen riche dans une telle médiocrité qu'il ait besoin de son travail pour conserver ou pour acquérir. Vous voyez, l'idéal économique de Montesquieu, c'est celui d'un peuple où il y a des inégalités de richesse, mais elles doivent être maintenues dans des proportions telles que tous doivent travailler pour vivre et que tous tirent de leur travail de quoi vivre décemment. Cette façon de voir les choses, j'aurais pu, alors je saute là, mais je pourrais vous retracer l'histoire de ce thème sur toute l'histoire du droit américain. De Jefferson jusqu'à Roosevelt, c'est également une constante. Vous avez des discours d'une violence extraordinaire de Roosevelt contre ce qu'il appelle la dictature industrielle, le risque de voir la démocratie soumise à la puissance économique. C'est une constante, je dirais même jusqu'à Eisenhower, dans un discours fameux où il met en garde contre le péril du complexe militaro-industriel, c'est lui qui emploie la notion pour la première fois, qui risque de capturer la démocratie. La tradition britannique est différente. C'est aux Anglais que nous devons une toute autre tradition. Si vous voulez, Français et Américains, de ce point de vue, c'est la même chose. Les Anglais, c'est à eux que nous devons l'idée au contraire qu'il faut laisser faire parce que la divine providence va métamorphoser le vice en vertu. Donc il n'y a pas dans les Lumières anglaises, il n'y a pas cette idée d'une limite nécessaire à l'enrichissement. C'est présent chez quelques auteurs. C'est présent chez Bacon, par exemple, qui est un auteur qui est formidable, Bacon, parce que c'est en même temps l'inventeur de la science expérimentale moderne, et c'est un grand juriste. Et il écrit dans ses essais, dans un chapitre qui s'appelle « Des troubles et des séditions », donc c'est sur les risques de... L'argent est comme la merde. Il dit fumier, c'est en latin de toute façon, alors peut-être ma traduction. C'est-à-dire, si vous laissez se faire des tas, c'est une nuisance. C'est très dangereux, des tas de merde au milieu d'une vie. Donc il faut la répandre. Et alors, ça devient un bienfait. Parce que c'est un engrais. Bon. Donc ce thème, vous l'avez en permanence jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où les choses vont connaître un tournant que je vais évoquer dans la troisième partie de cet exposé.
La troisième condition sur laquelle je pensais m'étendre, mais je vais être très bref, mais elle est très importante, troisième condition subjective pour que la démocratie fonctionne, c'est une éthique de la vérité. Cette éthique, c'est celle que Foucault, interprétant le théâtre classique des Grecs, a nommé la bonne parésia. Vous avez entendu parler de ce concept de parésia. C'est la vertu du dire vrai, d'avoir le courage de se lever et de dire ce que l'on pense, être l'intérêt commun. Alors tous ceux d'entre vous qui ont participé même à des assemblées d'universitaires savent la capacité que chacun peut avoir, même s'il pense, à se dire si je dis ça, ça serait plus prudent de ne rien dire, ou alors de dire quelque chose qui va plaire à celui-ci qui est plus puissant que moi, parce que si je dis quelque chose qui ne lui plaît pas, je risque ensuite d'avoir à en payer le prix. Donc il faut cette vertu particulière du parler vrai. Et j'aurais pu m'étendre davantage là-dessus, parce que l'interprétation qu'en fait Foucault, à mon avis, autant il a raison de mettre l'accent là-dessus, autant il le distingue. Alors c'est dans la longue citation que vous avez sous les yeux, il dit que c'est indépendant du système juridico-institutionnel. Il y aurait la vertu d'un côté, le système juridico-institutionnel de l'autre. À mon avis, là, c'est une des marques de la difficulté qu'a eu Foucault de penser le droit. Il n'a jamais été à l'aise avec cet objet. Il a essayé de le digérer dans sa conception de la normalisation, mais en réalité, ce sont les deux faces d'une même médaille. On ne peut pas distinguer la parésia d'un certain cadre démocratique. Et ce lien avec la vertu, il était déjà présent dans la liste des vertus civiques qu'on peut trouver par exemple chez Cicéron. Alors, j'ai dit que je saute ce passage, on pourra y revenir si vous voulez dans la discussion. La bonne parésia, c'est la capacité de se lever pour parler vrai. Elle se distingue de ce que Foucault pourrait appeler la mauvaise parésia, c'est le verbe des démagogues, de ceux qui savent, qui se lèvent pour parler, mais ils disent les choses qui vont plaire à la foule, pour capter son soutien, dans des buts qui n'ont rien à voir avec l'intérêt commun, pour tromper le public. Et c'est cette façon de parler que Vico, alors s'il y a un philosophe pour lequel j'ai une grande admiration, mais c'est un juriste, Vico, c'est peut-être pour ça, c'est ce qu'il nomme la barbarie de la réflexion et la calomnie de la vérité. C'est la capacité de développer un art rhétorique qui est celui du parler faux. Le parler faux déjà des sophistes auxquels certainement Vico pensait et qui ressurgit aujourd'hui évidemment sous un mot britannique, anglais, post-truth. Ce qu'en français on appelait les balivernes. La parésia, oui, bon, j'avais des passages, je saute parce que ce sera trop long. Alors, oui, j'avais non, quand même, je vais vous lire ça. Là, vous avez la liste des vertus civiques, la liste classique, si je puis dire, qui se trouve dans la rhétorique de Cicéron. Je vous la fais juste regarder en passant, parce qu'on va la retrouver dans un instant. C'est des constantes, c'est des choses qu'on va la retrouver sous la plume de Vico, à un moment on ne l'attend pas. Dire que le parler vrai n'est pas lié à un système juridique particulier et démocratique me semble contraire à l'expérience. Il faut beaucoup plus de courage pour se lever dans un système autoritaire ou dictatorial, pour dire non. Aujourd'hui, un universitaire turc qui se lève pour critiquer le président, c'est dangereux. C'est plus dangereux que de se lever pour critiquer le président en France ou en Italie. Et les expériences, c'est pour vous montrer cette dimension subjective. Tant pis si je dépasse un peu mon temps, mais c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Il y a un passage, je ne sais pas si vous connaissez les écrits de ce dissident, enfin de ce soviétique, qui s'appelle
Chalamov, à qui on doit les descriptions les plus hallucinantes du goulag. Et il a passé plus de la moitié de sa vie au goulag. Et à la fin de sa vie, il écrit un texte, les récits de la Kolyma, ce sont ses souvenirs. Et il décrit cette scène que je vais vous lire très rapidement. Nous sommes un petit matin dans une cour d'appel d'un camp de concentration. Ils sont en rang, il fait beaucoup plus froid qu'aujourd'hui à Trento, et à côté de lui, un homme s'effondre. Et un soldat vient et commence à lui donner des coups de pied dans la tête. Et Chalamov décrit qu'il voit le sang qui commence à couler. Et alors voilà ce qu'il ressent. Et je l'ai en français, je n'ai pas retrouvé le texte en italien. Je suis sûr que ce livre a été traduit en italien. Soudain, une vague de chaleur m'envahit. Je compris que toute ma vie allait se jouer maintenant, que si je ne faisais pas quelque chose, je ne savais pas très bien quoi, je serais venu pour rien dans ce convoi. J'aurais vécu pour rien mes 20 ans. La honte de ma propre lâcheté qui me brûlait les joues me quitta. Je l'ai sentie devenir toute froide, alors que mon corps se faisait tout léger. Je sortis des rangs et déclarai d'une voix qui se brisait « Je vous défends de battre cet homme ». Donc ça, c'est la parésia portée à son acmé, si je veux dire, et dans un système non démocratique. Vous sentez que c'est votre propre identité qui se joue dans le courage que vous aurez de parler ou de ne pas parler. Bon, si vous voulez connaître la suite de l'histoire, achetez les... Alors, évidemment, ainsi dépeint le système démocratique, avec les conditions objectives et les conditions subjectives que j'ai mentionnées, est évidemment un système fragile et exposé à des risques spécifiques qui ont été diagnostiqués par Vico dans les dernières pages de sa Scienza Nuova. Est-ce que ça se lit encore en Italie, la Scienza Nuova? Oui? Vous avez lu? Bon, certains l'ont lu. Bon. Alors, non, Vico, il est spécialement génial parce que les philosophes français, il y a une sorte d'être humain abstrait. Lui, il écrit, il y a ses gosses autour de lui à Naples, dans le bazar. Donc, il regarde les enfants qui poussent. Donc, il a une vision de l'humanité qui n'est pas cet être rationnel et abstrait, et c'est une partie de la richesse de son œuvre. Et donc, Vico admire la grandeur des démocraties, de ce qu'il appelle les républiques populaires, dans lesquelles, je cite Vico, les peuples entiers qui veulent en commun la justice édictent des lois justes. Mais en même temps, il voit bien que de telles républiques, elles vont prospérer, chacun va s'enrichir, et puis progressivement, chacun ne va plus s'intéresser qu'à ses propres utilités particulières. Et chacun va revenir à son utilité privée. Et là, on a au fond une mutation morale du peuple, et il fait une description saisissante de ce qui va être un processus de ce qu'il appelle la maladie civile, ou la décomposition des cités républicaines. Alors, je vous l'ai mis en italien, mais je vais le lire en français, mais lisez-le, c'est du napolitain, alors, vous savez, Vico, c'est pas un italien, enfin. Ces peuples se sont accoutumés comme des bêtes à ne penser à rien d'autre qu'aux propres utilités particulières de chacun et ont atteint le dernier degré des jouissances raffinées, ou pour mieux dire de l'orgueil à la manière des animaux sauvages qui, au moindre des plaisirs, s'offensent et deviennent féroces. Ainsi, au milieu de la plus grande affluence et de la foule des corps, vivent-ils comme des bêtes farouches, dans une profonde solitude des sentiments et des volontés, et à peine peut-on en trouver deux qui s'accordent, puisque chacun suit son propre plaisir ou son caprice. Alors, la traduction que vous avez faite est beaucoup mieux que l'original, je dirais. C'est pas moi qui l'ai faite, c'est la traduction d'Alain Ponce, parce qu'il y avait une première traduction classique, ça c'est une traduction plus récente, mais c'est très impressionnant comme description. Et dans cet état de décomposition, la puissance politique est asservie à celle de l'argent,
et elle ouvre la voie. Alors ce qui est intéressant, c'est, vous connaissez la théorie des corsi et ricorsi de Vico, ce qu'il appelle la providence, et qu'un marxiste appellerait les lois de l'histoire, mais ça revient à peu près au même, fait que la providence, on va essayer deux remèdes pour sauver et vous allez voir l'actualité quand même, dans le contexte, c'est une actualité brûlante. Premier remède, l'homme fort. Puisque les individus sont devenus incapables de penser un intérêt commun, puisqu'ils sont tous dans le calcul de leurs utilités respectives, le seul moyen de sauver la cité, le premier moyen qu'essaie la providence, c'est un homme fort va surgir. Tout le monde attend l'homme fort. C'est pas moi, Erdogan, Trump, Kim Il-sung. Enfin, les exemples autour de nous sont quand même assez nombreux. Et inquiétant, puis, et inquiétant. Non, mais ces vieux auteurs sont utiles à lire. Et puis, si ça ne marche pas, l'autre remède possible, c'est la mise sous tutelle par un pays plus puissant. Là, on pourrait penser aussi à l'intérieur de l'Europe, il y a un certain nombre de pays dont on peut penser, j'y reviendrai demain d'ailleurs, sont mis dans une sorte de souveraineté limitée, donc un pays plus puissant va leur imposer sa volonté. Et si ça ne marche pas, eh bien, dit Vico, à ce moment-là, on va revenir à la barbarie première, la barbarie des sens, qui est distinguée de la barbarie de la réflexion. Et dans cette expérience de la violence totale, qu'on peut voir aussi dans certains pays du monde en ce moment, là va renaître chez les hommes, dans ces circonstances extrêmes, le sens des vertus de base, et, écrit-il, parmi les quelques êtres humains qui survivent, renaît le sens de ces vertus civiques que sont la piété, la fidélité, la vérité, qui sont les fondements naturels de la justice. Et vous retrouvez ici la liste des vertus de Cicéron. Mais il faut passer par cette épreuve pour qu'une nation renaisse et se recompose. Bon, je termine par le troisième point qui est, lui, tout de suite d'actualité, c'est-à-dire quels sont aujourd'hui les facteurs de ce qu'on pourrait appeler après vous avoir expliqué que la démocratie est un type particulier d'assemblée de parole, ensuite avoir examiné les conditions institutionnelles de la démocratie, je vais évoquer l'actuel processus de désinstitution de la démocratie. C'est un sujet que je pourrais aborder sous plusieurs angles, parce qu'il y en a plusieurs symptômes. Il y en a un que je mentionne juste, sans m'y arrêter, c'est les progrès d'une conception hétéromone et technocratique du politique. Je vous donne juste une anecdote pour vous faire comprendre ce que je veux dire. Les économistes, je ne les ai pas particulièrement dans le collimateur, j'ai beaucoup travaillé j'ai beaucoup d'amis économistes, mais ils ont réussi à faire croire qu'il existait un prix Nobel d'économie. Or, Alfred Nobel, qui avait été marchand de canons, il essayait de sauver son âme en créant un prix, on ne peut pas lui faire porter cette responsabilité. Il n'y avait pas de prix Nobel d'économie. Il n'y en avait pas en maths non plus, parce qu'on dit que sa femme avait un amant mathématicien. Mais ça, je ne rentre pas dans ces détails. À partir du tournant néolibéral en économie, il y a eu un lobbying intense pour faire recréer un prix Nobel. Alors, le comité Nobel était gêné, parce que d'ouvrir la porte à une discipline. Et puis finalement, on a transigé, ils ont obtenu, c'est un prix de la Banque de Suède à la mémoire d'Alfred Nobel, qui est remis dans les mêmes conditions de solennité, de rituel, avec les mêmes montants. Donc c'est un faux réussi, si je puis dire. C'est une contrefaçon réussie des Nobel. Alors, derrière cette petite histoire du faux prix Nobel d'économie, qu'est-ce qui se joue? Il se joue le statut scientifique de l'économie. À partir de ce moment-là, il s'agissait de dire l'économie est une science, même type que les sciences naturelles. Et si c'est une science, on ne va pas en discuter au Parlement. Vous n'avez jamais vu le Parlement discuter de physique nucléaire ou de biologie ou d'épigénétique. Bon. On cherche à identifier des lois, mais c'est d'un autre ordre que les lois de l'Assemblée démocratique. À partir du moment où on considère que l'économie met à jour un savoir scientifique sur la société, le pouvoir sur l'économie doit être confié à des savants, des spécialistes de la chose économique, et pas laissé au risque des errements de la foule
qui ne saura pas où est réellement son bien. Alors, ce déplacement avait déjà été à l'œuvre dans l'expérience communiste. Pour moi, le néolibéralisme s'inscrit dans l'affiliation directe du communisme réel. Si vous voulez, on en reparle dans la discussion. Parce que c'est là que commence le gouvernement par le calcul qui caractérise l'ère moderne. Alors, je pourrais parler de ça, mais j'ai consacré tout un livre à ce sujet de gouvernance par les nombres. Donc, je vais prendre un autre exemple de la désinstitution de la démocratie. C'est celui de l'évolution de la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis sur la question de l'interprétation du premier amendement de la Constitution américaine. Vous savez que c'est celui qui garantit la liberté de parole. Et ce premier amendement a commencé à faire l'objet d'une analyse économique. Alors ça, c'est la doctrine Law and Economics dans les années 70, notamment par Posner, mais vous avez entendu parler de Posner, je suppose. Oui. Posner n'est pas un personnage intellectuellement très impressionnant, mais il faisait que reprendre, quand il a fait un article où il dit qu'il faut analyser les élections comme un marché où il y a, certains vont prendre des parts de marché. Mais en réalité, il s'inspirait d'un économiste qui, lui, était remarquablement brillant, qui est Ronald Coase, et qui avait écrit cet article, The Market for Goods and the Markets for Ideas, où il analyse la démocratie comme un marché, mais un marché où s'échangent des idées. Et il se pose la question, est-ce que, si on admet que la démocratie est un marché, est-ce que ce marché doit être soumis à des règles différentes du marché des biens? Et il répond non, grosso modo, dans cet article. Je vous conseille beaucoup, c'est un article séminal pour comprendre l'évolution actuelle. Cette interprétation de la démocratie comme un marché des idées a progressivement été adoptée par la Cour suprême des États-Unis. Et elle a été adoptée s'agissant d'interpréter des règles de limitation des dépenses électorales qui avaient été adoptées au début du XXe siècle et confirmées sous Roosevelt, qui visaient à ce que les grandes entreprises, la puissance économique, ne puissent pas contrôler les débats électoraux, pour s'assurer que ce n'est pas parce que vous possédez des chaînes de télé il faut s'assurer que le débat démocratique ne puisse pas être capturé par des puissances économiques. C'est ça qui a expliqué. Alors, l'un des grands théoriciens, juristes de ça, qui est un juriste très important, c'est Louis Brandeis, peut-être familier à certains d'entre vous, et ces lois ont été reprises, confirmées sous le New Deal. Et donc, ces lois limitaient la possibilité pour les entreprises de mettre de l'argent sur la table pendant les élections. Et ces 6 systèmes de lois qui ont été attaqués devant la Cour suprême au nom de l'interprétation économique du premier amendement. L'idée, c'est de dire limiter le montant de la dépense, c'est limiter la capacité d'exprimer des idées. Il y a une sorte de signe égal qui est mis entre idées et dollars. Si vous limitez le nombre de dollars qui peuvent être dépensés, vous limitez la possibilité d'idées qui peuvent être mises sur le marché, donc vous faites une réglementation injustifiée du marché. Ce courant a commencé, je vais me contenter de vous donner les arrêts importants, vous pourrez aller les voir. Les 2 arrêts, les premiers, c'est l'arrêt Buckley et l'arrêt Bellotti. Buckley contre Valeo, c'est 1976, et l'arrêt Bellotti, c'est 1978. Ce sont ces arrêts qui sont les premiers à adopter l'idée de la démocratie comme marché des idées. Ensuite, il y a eu un reflux sous la période Clinton à cause des changements dans la composition de la Cour suprême, visant quand même à relégitimer certaines limitations à la dépense par les grandes puissances économiques à la dépense électorale. Et ces limitations avaient été notamment maintenues dans ce qu'on appelait la jurisprudence Austin, qui est un arrêt de 1990. Mais elles ont été entièrement balayées dans une décision très importante qui est l'arrêt Citizens United. Vous avez entendu parler de cette décision Citizens United? Alors, ça c'était Austin. J'en viens à
Citizen United, qui renverse la jurisprudence Austin en écrivant que, en s'arrogeant le droit de retirer le droit de parole aux uns pour le donner aux autres, le gouvernement prive les personnes ou les catégories défavorisées du droit de s'exprimer pour s'efforcer d'établir la valeur, le statut et le respect des opinions exprimées. Et celui que vous avez sous les yeux, on vous dit, l'arrêt Austin perturbe le libre marché des idées protégé par le premier amendement. La censure à laquelle nous avons aujourd'hui affaire a un large champ d'application. Le gouvernement a muselé les voix qui représentent le mieux l'intérêt économique national. Donc, cet arrêt va jusqu'à dire les grandes entreprises sont ceux qui représentent le mieux l'intérêt national. Donc, et vous les faites taire. Alors, on retrouve ici une notion de ce que les canonistes auraient appelé la major pars, c'est l'idée que quand même, ou pour le dire avec les mots de George Orwell, tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Alors j'en viens à mes derniers mots. En fait, cette idée de marché des idées était apparue dès 1919 sous la plume de Justice Holmes, dans un arrêt Abrams. Mais bon, on fera crédit à Justice Holmes que c'était encore une métaphore. Et cette assimilation, elle a pu se nourrir paradoxalement du New Deal. Le New Deal, en effet, a été porté par la croyance dans une croissance illimitée qui serait une sorte de moteur économique de l'histoire dont l'État social pouvait se servir pour concilier concentration du capital et justice sociale. Donc, si vous voulez, c'est de ce moment que les grands référentiels du politique ont basculé. Du référentiel de justice, qui était encore celui de Brandeis, de Roosevelt, à celui d'efficacité. Et bon, je prends un exemple. Si vous prenez la différence de salaire d'un trader et d'une infirmière, par rapport à l'utilité, on pourrait dire, c'est peut-être exagéré. Peut-être c'est trop. Peut-être c'est injuste. Et à ce moment-là, le sens de l'action politique, c'est comment je réduis. Si vous raisonnez en termes d'efficacité, vous allez dire, ben non, parce que les traders, ils vont accumuler beaucoup de richesses. Alors si je prends l'exemple de la politique française en ce moment, qui vise à les attirer à Paris, on nous dit, parce que c'est l'expression du président français, était c'est les premiers de cordée, dans la montagne, ceux qui sont... Et donc ensuite, ils vont amener des richesses qui ensuite vont ruisseler, trickling down, c'est la thèse. Et donc en termes d'efficacité, il faut admettre que de grandes inégalités peuvent être une source d'efficacité économique, et donc il n'y a pas de raison de les interdire. Vous voyez, on est sur deux chemins différents, et le chemin de l'efficacité économique a été aussi celui du New Deal. Alors, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, la sphère du marché tend à observer aussi bien la sphère du politique, c'est ce qu'on appelle le marché électoral, ou celui du sacré, c'est le marché des religions, et que la figure du citoyen s'estompe au profit de celui du consommateur, et que l'éthique de la citoyenneté, qui est faite d'éducation, d'indépendance dans le travail, ainsi que de respect de la vérité, perd son sens. Si vous voyez la démocratie comme un marché des idées, tous les moyens sont bons pour gagner des parts de marché. La parole politique, il s'agit de prendre des parts de marché. Il ne s'agit plus de se lever dans la bonne parésia en disant c'est ça qui serait juste. Bon, non, c'est plus ça. Il faut faire des études d'opinion pour savoir qu'est-ce qu'attend le marché électoral, pour proposer le produit politique qui va correspondre à la demande ou à l'attente des uns et des autres. Donc on change d'univers. En réalité, c'est un processus de désinstitution de la démocratie. Et le statut particulier qui était celui de la parole politique dans toutes les expériences démocratiques, c'est-à-dire d'une parole censée exprimer une certaine représentation du bien public, n'a alors plus de raison d'être, et toutes les paroles se valent, a priori, sur le marché des idées. Dès lors, on entre dans ce que le à mon avis, c'est un livre important de Colin Crutch, ce qu'il a appelé la post-démocratie,
Mais je trouve qu'il y a encore mieux que Colin Crutch, et c'est la dernière image, pour définir le système dans lequel nous sommes rentrés. C'est la lecture de la Constitution de la République populaire de Chine actuelle. Quelle est la nature du régime chinois en ce moment? Ce n'est pas le communisme à l'ancienne. On ne peut pas dire que ce soit une démocratie absolument. Que sommes-nous? Les Chinois se sont posé la question. Ils répondent dans l'article 1er de la Constitution, nous sommes une dictature démocratique. Voilà. Alors il me semble que cette expression pourrait caractériser aussi la pratique régulière, par exemple, qui consiste à ne tenir aucun compte des référendums qu'on organise s'ils ne vont pas dans le sens qui était attendu par ceux qui les organisent. Maintenant, évidemment, je ne veux pas tout mettre dans le même sac, mais je veux dire que les tendances sont celles-là. Grazie per la sua pazienza. Merci beaucoup pour sa leçon, je dirais, plutôt qu'une conférence, sa leçon très, très dure et pure à propos de la démocratie, à propos de la genèse de la démocratie, à propos des utilisations de la démocratie, et même très intéressant à propos de la désinstitution de la démocratie. Je pense que il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons réfléchir, mais avant de dire quelque chose de personnel, je voudrais inviter des interventions qui peuvent avoir lieu même en italien ou en anglais, si vous voulez, à condition que si vous parlez en italien, on parle lentement. Oder auf Deutsch. Il semble que même l'allemand est connu ici. Et alors, je peux vous demander de vous présenter avant. Bonjour, je m'appelle Antoine, je suis doctorant à l'EHESS, mais j'habite ici. Je suis ravi que vous exportiez merci. Excusez-moi. Merci tout d'abord pour votre exposé extrêmement intéressant. J'avais deux petits sujets sur lesquels j'aurais voulu revenir avec vous. Le premier, c'est, vous parliez de Solon, de l'effacement des dettes, de la capacité à donner une terre minimale pour pouvoir exister et survivre. Je voulais savoir ce que vous pensiez de Clisthène et de son apport démocratique à travers la recomposition du territoire, parce que il me semble que c'est une notion qu'on oublie souvent, le territoire, et peut-être qu'effectivement c'est à juste titre, mais c'est vrai que démos, quand même, à l'origine, est une notion territoriale plus que humaine. Et du coup, voilà, il me semble que ça a eu un certain impact, et j'aurais voulu savoir ce que vous en pensiez. Et par ailleurs, oui, vous parliez de la vérité, évidemment avec la parésia notamment. Vous faisiez à un moment entre les lignes référence, je pense, à la citation de Jaurès qui dit qu'il faut avoir le courage de dire ce que l'on pense et de se battre pour. Vous parliez d'établir la vérité. Et du coup, je voulais savoir, parce que là, du coup, ça rejoint assez prochement le sujet de ma thèse, ce que vous pensiez. Voilà, c'est sur. De façon générale, sur les modélisations mathématiques appliquées à la théorie politique, et plus spécifiquement à la démocratie épistémique, qui est très liée à cette idée que le peuple, à travers diverses choses, notamment le théorème du jury de Condorcet, que le peuple est capable de faire émerger une vérité politique. Et du coup, je voulais savoir ce que vous pensiez de cette notion de vérité politique, et éventuellement de la démocratie épistémique de façon plus générale. Merci. Nous pouvons commencer une autre conférence. Voulez-je que je réponde tout de suite? Comme vous voulez. Oui, si, très bien. Bon, Clisthène, pour votre sujet de thèse, j'ai une citation de Jean-Pierre Vernant que je vais vous retrouver tout à l'heure, qui est où Vernant met en opposition, non pas Solon et Clisthène, mais Clisthène et Platon. Il dit, Clisthène, son problème, et c'est celui de Solon aussi, ils sont face à des sociétés perturbées.
Et leur source d'inspiration, c'est comment vit cette population, quel est l'état, l'expérience concrète de vie. Et à partir de là, on essaie d'imaginer les institutions qui correspondent à cette expérience. Platon, on part de l'image d'une cité idéale, et dont le modèle est ultimement mathématique. C'est à voir. Gore, le sud de l'Italie aussi. Enfin, et ensuite, ça descend du ciel, on va l'appliquer. Alors, il est clair que les modèles aujourd'hui de mathématisation du social ou de l'économie s'apparentent plutôt à cette second modèle. Et la démocratie, ou plutôt au premier, parce que qu'est-ce qui caractérise la démocratie? C'est que je considère sincèrement, et là quand je vous parle, c'est en ça que là, c'est une confession, je pense que le type que j'ai vu là, qui vendait dans le froid des frites, sait sur son expérience beaucoup plus que moi. Et donc la démocratie, c'est un système qui va permettre à cette diversité incroyable des expériences vécues du social de s'exprimer et d'avoir à partir de cette expression, de cette diversité des conditions, l'élaboration d'une vision commune. Alors, si on part d'une mathématisation du monde, cette expérience est réputée inopérante, et je crois qu'il y a derrière cela, du point de vue épistémologique, l'influence du modèle des sciences exactes, c'est-à-dire la façon de considérer les êtres humains comme des objets d'observation. Donc, le projet durkheimien ou le projet économiste, ou même Lévi-Strauss, quand il écrit « Je regarde les êtres humains comme des insectes », moi, c'est des phrases qui m'ont toujours fait frémir. On pourrait comprendre l'être humain indépendamment de la convocation de son expérience subjective. Je crois que c'est une impasse qui a conduit déjà à un certain nombre de malheurs assez grands et qui se répètent sous des formes nouvelles. Alors, le lien au territoire, bon, vous avez raison, et c'est une des raisons pour lesquelles, me semble-t-il, ceux qui enterrent l'État vont trop vite en besogne, parce qu'il reste des populations et des territoires, pour reprendre des catégories que Foucault a mis en valeur aussi dans son... J'aurais beaucoup de choses à critiquer chez Foucault, mais il était quand même génial sur beaucoup d'aspects. Et la réalité physique est là. On pense qu'on va pouvoir les effacer, les territoires, mais ils sont là. Et Montesquieu disait, c'est pas la même chose, les montagnes et le Sahara, bon, qu'on le veuille ou non. Alors, pensez comme Condorcet. Vous connaissez ce petit texte de Condorcet critiquant Montesquieu? Non. Alors, je cite ça dans... Condorcet. Je ne vois pas de quel texte vous parlez de Condorcet. Condorcet a écrit un petit essai dont je pourrais vous donner les références, s'attaquant à Montesquieu, disant pourquoi Montesquieu s'intéresse aux mœurs des Tartares et des Chinois, alors que la raison est une, le droit doit être un sur la terre. Bon, de ce point de vue, Condorcet est le père de la globalisation, c'est-à-dire alors que Montesquieu il dit les peuples sont divers, ils vivent dans des écoumènes différents, il faut tenir compte de cette diversité. Je suis clairement du côté Montesquieu dans la façon d'essayer de travailler. Mais on ne peut pas se cacher que la pente lourde de la globalisation, c'est celle de Condorcet. Hein, vous voyez. D'ailleurs, je ne sais pas si ça marche en italien, pour moi il y a une distinction importante que j'essaie, inexprimable en anglais, évidemment. Entre globalisation, mondialisation. Parce que mondialisation, ça vient du latin, mundus, c'est le contraire d'immundus, c'est l'équivalent en grec du cosmos et chaos. Chaos, c'est l'endroit où il n'y a pas de place pour la vie humaine. Cosmos, on aménage un écoumène humainement vivable et même beau. C'est de là que vient la cosmétique. Et donc, penser en termes de mondialisation, ce serait un processus qui consiste à, dans un contexte d'interdépendance croissante des peuples et des territoires, de penser le monde comme une mosaïque de cultures, à commencer par l'Europe. Penser en termes de globalisation, c'est, j'allais dire à la Condorcet, il est admirable aussi Condorcet, je ne voudrais pas
blesser votre affection pour Condorcet. Mais c'est dire la raison est une, ça c'est typique des révolutionnaires français quand même. Donc ça va être partout pareil, le moindre village, ça doit être la même forme du bureau de poste. Donc il y avait cette tendance. Donc l'attention au territoire est tout à fait importante et vous avez raison de le rappeler dans le cas de Clisthène. Sur la notion de vérité, bon, je serais tenté de dire, j'ai un ami mathématicien qui, j'ai entendu dire une fois, la vérité, je laisse ça aux prêtres et aux philosophes analytiques. Bon, ça serait une façon de me sortir de la question. Et vous savez, pour nous, juristes, la notion de vérité n'a pas le même sens. Elle a un sens qui se résume bien dans l'adage res judicata pro veritate tenetur. Ça veut dire, nous allons tenir pour vrai ce qui est jugé. C'est pro veritate. C'est-à-dire, je ne dis à aucun moment que je touche la vérité absolue. Mais à un moment donné, on s'accorde, bon, il est innocent. Ou il est coupable. Donc c'est ça qui va être vrai. C'est la notion de vérité légale. Et les rapports, alors le politique, c'est le processus qui va conduire à l'affirmation à un moment donné d'une vérité légale. Bon. Vous êtes italien ou vous n'êtes pas italien. Et cette vérité légale va avoir des effets subjectifs. Et pas seulement subjectifs, économiques. Parce que si vous êtes un immigré, on vous dit « Ah, mais t'es pas vraiment italien », hop, non, ça a des conséquences. Donc, en ce sens, l'un des problèmes aujourd'hui, c'est de penser les relations entre cette vérité légale et puis une notion de vérité qui nous vient de la science, mais dont le statut est menacé par la dogmatique. Je m'explique en un mot. Dans les constructions institutionnelles classiques, je l'ai montré avec le plan de Sienne, vous pouvez avoir un lieu du politique qui est articulé à un lieu du vrai religieux. Bon. Il y a des ressources d'interprétation immenses, tous les canonistes étaient là pour ça. Et puis le religieux est effacé aujourd'hui de la scène, au moins apparemment. Et la place ne peut pas rester vide. Donc quelle est aujourd'hui l'instance du vrai ? Ça va être la science. Mais dès lors que la science est projetée sur la place d'une vérité définitive et intangible, elle cesse d'être la science. Elle est le scientisme. La science se définit par le principe d'une incertitude permanente. Donc la possibilité sans cesse de remettre en cause nos énoncés. Alors l'idée qu'on va trouver du côté scientifique, les bases fermes, définitives, indiscutables de ce qui doit être fait dans l'ordre politique, ça, le XXe siècle a payé un prix très lourd. Je pense à l'eugénisme, à la biologie raciale, qui devrait nous rendre très prudents sur tous les énoncés nous invitant à déduire d'une vérité qui serait définitive. En français, on dit maintenant, on sait. Adesso sappiamo. Voilà. Si vous lisez excusez-moi, je réponds trop longuement, mais la seconde préface de la division du travail de Durkheim, il dit « Ça y est, les biologistes ont prouvé la vérité de ma thèse ». La thèse de Durkheim, c'est que plus les sociétés évoluent, deviennent modernes, les fonctions se diversifient. Il dit alors, dans les sociétés anciennes, les hommes et les femmes faisaient à peu près les mêmes choses. Et les mesureurs de crânes ont montré que dans ces sociétés, les crânes des hommes et les crânes des femmes, c'était le même volume. Et puis, dit-il, les biologistes montrent qu'aujourd'hui, le crâne des Parisiennes s'est réduit, le crâne des hommes est toujours gros, donc ça prouve biologiquement qu'il y a une différenciation des fonctions. On relit ça avec effarement un siècle après. Mais à l'époque, c'était les vérités de la science. Alors lorsqu'aujourd'hui on vient nous dire qu'il faut élever les enfants conformément aux sciences cognitives ou aux prédispositions génétiques, en tant que juriste, je pense qu'il faudrait dire prudence, vous voyez, prudentia. Ça c'est une notion non connue des sciences exactes, mais que nous devrions défendre. Merci. Des autres questions?
Roberto Caso, professeur Caso. Merci beaucoup pour vos présentations, très, très intéressantes. Je suis Roberto Caso, je suis professeur de droit comparé à la faculté de droit et mon français c'est très limité, quindi passo all'italiano per fare meglio per porre meglio la domanda. Io personalmente mi interesso anche alla democrazia all'interno della scienza e conosco i lavori del professor Giuseppe Longo, so che lei lavora con Giuseppe Longo, abbiamo organizzato una conferenza recentemente su questi temi e sono interessato molto al suo studio sulla governance par le nombre. Giuseppe Longo dice, a proposito della democrazia nella scienza, che la democrazia non è solo il voto della maggioranza, ma è anche dare la possibilità alla minoranza di esprimersi e quindi di cambiare il pensiero dominante. In fondo la storia della scienza si è basata su questo, la possibilità di cambiare il paradigma dominante, dando voce alla minoranza. Quello che sta accadendo in questo momento storico è che si cerca di automatizzare, di rendere automatico il giudizio sul valore dello scienziato, per esempio attraverso la bibliometria. Per esempio? La bibliometria. Ah sì, Avec la bibliométrie. Sì. Per la bibliometria. E quindi questo è un pericolo per l'avanzamento della scienza, ma è probabilmente un problema più generale, cioè quello di sostituire l'etica della verità con l'automatismo di decisioni che sono appunto basate su calcoli, per esempio calcoli statistici, un argomento che lei ha affrontato nel suo libro sulla governance par le nombre. Alla luce di questo, qual è il ruolo del dibattito pubblico? Esiste una relazione fra etica della verità e carattere pubblico della discussione. Quando noi utilizziamo come uomini le parole, queste parole possono essere interpretate, discusse, ma invece la decisione automatica, automatizzata ed espressa nei numeri e nella statistica sembra essere meno discutibile, cioè viene data come una verità inattaccabile. E questo è uno dei rischi più grandi per la democrazia in generale e nella scienza in particolare. Excuse-moi. Grazie mille, grazie. Grazie, merci. Oui, merci pour cette excellente question. Puis alors je salue l'ami de Giuseppe Longo, puisque les amis de nos amis sont nos amis, et donc j'ai un rapport amical et ancien avec Giuseppe Longo, qui a dirigé à l'Institut d'études avancées de Nantes un séminaire auquel j'ai participé, qui vient d'être publié sous le titre en français Loi des dieux, loi des hommes, loi de la science. C'est-à-dire comment on articule là aussi ces trois dimensions de légistique. Bon, évidemment, comme vous le savez, je suis d'accord avec le diagnostic que vous faites sur l'imaginaire d'une mise en pilotage automatique des sociétés humaines. Je crois que c'est une des choses auxquelles on assiste, qui s'exprime explicitement, par exemple, dans le traité européen sur la gouvernance de l'euro, où il est question du déclenchement de mécanismes automatiques en cas de sortie d'un des pays membres de sa trajectoire de rééquilibrage de ses comptes. Donc l'idée, ce serait qu'il n'y ait même plus à ce qu'il y ait une discussion politique à aucun moment, mais on déclenche des mécanismes automatiques. Donc cette référence, en réalité, il ne marche jamais. Le véritable gendarme, c'est la crainte des marchés financiers sous le pouvoir desquels on a mis les États. Mais ça traduit un imaginaire normatif dont j'ai essayé de retracer un petit peu l'archéologie dans ce livre, en remontant même à Pythagore, avec cette vieille histoire où, quand les Grecs découvrent qu'il y a un rapport entre la théorie des nombres et puis l'harmonie musicale,
par les jeux de fractions. Il y a cette idée qu'on retrouve chez Cicéron quand dans le rêve de Scipion, il est transporté au 7e ciel et là, il entend la musique céleste. Et donc il y a des accords, et il dit il faut faire régner dans la cité ces accords qui existent dans l'univers. C'est-à-dire accorder la vie de la cité à ces harmonies célestes que nous révèle la mathématique. Donc, oui, on est aujourd'hui à nouveau dans ce fantasme, et je ne sais pas ce que je pourrais beaucoup ajouter à ce qui est expliqué dans le livre, sinon peut-être une petite réflexion sur la puissance du symbolisme mathématique. C'est-à-dire pourquoi les chiffres, le langage des chiffres, et donc a-t-il cette puissance? Alors, il faut comprendre, quand on parle de symbole, c'est un mot qui a été mis à beaucoup de sauces, notamment en psychanalyse, enfin bon, il y a l'univers symbolique. Il faut être précis sur ce dont on parle. L'origine première du mot, elle est juridique. Symbolum, c'est si je dois de l'argent au doyen, il me prête de l'argent, il me fait confiance. Alors, ce qu'on faisait, on avait un anneau, on le coupe en deux, et puis vous avez une moitié, j'ai l'autre moitié, et puis on va pouvoir ensuite voir que les deux moitiés s'ajustent, et donc c'est le signe visible d'un lien invisible, un lien de dette, dans mon exemple. C'est ça, symbolum, le signe visible d'un lien invisible. Parce qu'il y a les deux morceaux du bol qui vont coller ensemble. Le contraire de symbolum, c'est diabolum. C'est la figure du diable. Le diable, ce qui est diabolique, c'est de faire passer des signes, j'allais dire en termes économiques, sans sous-jacent. Donc vous avez le signe de quelque chose, mais en réalité, il n'y a rien derrière. Donc, on pourrait le dire d'une façon plus vulgaire, je dirais, c'est faire prendre des vessies pour des lanternes. Voilà. Et c'est les risques. L'homme en tant qu'animal symbolique, c'est une expression de Peirce que j'ai citée tout à l'heure, l'homme en tant qu'animal symbolique, c'est ça ce qui le menace, c'est le délire, c'est-à-dire de s'enfermer dans un univers de signes qui ne correspondent plus à des expériences réelles. Alors, ça vous donne, je sais pas, le krach de 2008 dans le monde financier, parce que c'est le monde financier qui aujourd'hui est le plus exposé à cela, parce que Salongo m'a expliqué ça longuement, que l'économie standard, c'est une mathématique d'une pauvreté affligeante, mais qu'en revanche, l'économie financière, là, il y a des modèles mathématiques superbes. Le seul problème, c'est que ça n'a plus aucun contact avec les réalités économiques. Mais qu'en revanche, ça a une capacité de préjudicier, évidemment, à l'économie réelle. C'est pourquoi on a vraiment besoin de réfléchir à ça. Alors, le moyen de réfléchir, c'est de ne pas céder à cette foi dans les automatismes. Parce que je disais, il y a toujours la place du religieux, quelque part. Alors, ça ne s'appelle plus religieux, mais il y a toujours cette dimension. Tant qu'on y croit, je prends un exemple concret, parce qu'autrement je suis abstrait. Prenez un sujet capital dans les problèmes contemporains d'économique, la normalisation comptable. J'ai un de mes anciens qui a écrit, Thésard, qui a écrit une thèse superbe là-dessus, sur la normalisation comptable et le droit social. La normalisation comptable, normalement, elle vous donne le terme vient de l'anglais, a true view, une image fidèle de la réalité. C'est une image fidèle, fides, la foi, la croyance. Il faut pouvoir se fier à cette image. Je dirais que c'est l'équivalent dans l'ordre économique de ce qu'était l'icône pour les orthodoxes. C'est une image du céleste. Si tout le monde y croit, ça joue le rôle de référence que j'ai. Et ça produit ces effets normatifs. La société va s'ordonner autour de cette croyance commune. Donc ça a le même statut. D'ailleurs, dans l'histoire de l'art, le tableau chiffré
apparaît chez les marchands italiens en même temps que le tableau dans l'art. L'invention du tableau, il y a un très beau livre de Victor Stoichita sur l'invention du tableau, et c'est deux représentations de la société. Vous regardez les tableaux de la Banque mondiale, ils sont censés vous donner une image vraie. Mais si ce n'est pas vrai, à un moment ou à un autre, ça s'écroule. C'est ce qui s'est passé avec l'affaire Enron, par exemple. Donc, ça veut dire que, excusez-moi d'être si long, mais c'est des sujets un peu compliqués. Il ne faut jamais oublier que la quantification repose toujours nécessairement sur des opérations de qualification. Si je veux compter des pommes, mêle-les. Mêle-les. Voilà pourquoi j'ai des pommes, je veux en vendre au marché. Alors, mais d'abord, il faut, pour savoir combien j'en ai en vente, première chose, il faut que je distingue les pommes des poires. Première opération de qualification juridique. Et ensuite, parmi ces pommes, certaines sont vertes, d'autres sont pourries, et puis une troisième catégorie, c'est les comestibles. Comment je vais les compter? Si je suis le vendeur, je vais trouver qu'il y en a des bien mûrs, je vais trouver qu'ils sont presque à point, et donc les comestibles vont être beaucoup plus importantes que si je suis un acheteur exigeant. Vous voyez. Donc le chiffre du nombre de pommes comestibles va dépendre d'opérations de qualification qui sont qualitatives dans leur essence. Et le problème, c'est que les opérations de qualification juridique qui s'opèrent dans le Parlement, quand on veut dire qu'est-ce que c'est qu'un contrat de travail à durée déterminée, ça donne lieu à une assemblée de paroles, discussions, mais les opérations de qualification statistique sont exclues de tout débat démocratique. Et c'est vrai aussi bien de la comptabilité privée que des instruments de comptabilité publique, si vous voulez. Alors, l'un des problèmes pour répondre à votre question, pour casser cette automaticité, c'est de réinstaurer un principe démocratique de mise en question de la constitution des représentations quantifiées. Je suis désolé, je sens que c'est un peu abstrait. Oui, c'est un peu abstrait, mais c'est pour nous au moins c'est très important parce que ça signifie la qualification de ce que nous faisons. Alors, j'ai compris la question qui a été posée par Robert. Je vous remercie. Si je puis me permettre, c'est là que je vois un lien direct avec l'expérience du Gosplan soviétique. C'est-à-dire, c'est là la première expérience en vraie grandeur d'une gestion d'une société par les nombres. Donc, le Gosplan donnait des objectifs chiffrés à réaliser partout, et le droit n'était plus qu'un instrument de mise en œuvre d'une rationalité par le chiffre. Et les êtres humains trouvent toujours des solutions. Sous le Gosplan, par exemple, on vous disait il faut produire 10 000 bottes. Vous étiez directeur d'usine. 10 000 bottes en cuir. Vous aviez du cuir pour en faire 6 000. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites que des bottes pour enfants, par exemple. Où vous en faites la moitié en cuir, puis le reste en carton. Et vous avez rempli l'indicateur, mais la situation économique réelle se dégrade. Alors, ça se produit de la même façon aujourd'hui dans la gestion quantifiée. J'ai un exemple que je tiens d'un ami qui a été ministre au Mali. On est venu d'abord leur dire, le FMI, il faut licencier les enseignants. Il y a trop d'enseignants. Vous n'avez pas les moyens. Allez, il faut les virer. 15 ans après, la Banque mondiale dit il faut scolariser tous les enfants. Alors ils se disent comment on fait? On a licencié nos enseignants, maintenant il faut scolariser les enfants. Mais si vous n'avez pas un bon indicateur de taux de scolarité, c'est des indicateurs de développement humain qui ont été conçus par Amartya Sen, à ce moment-là, on ne vous donne pas l'argent. Donc il faut sortir du problème. C'est comme le directeur d'usine avec ses bottes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? On construit des hangars immenses où on met 200 enfants
devant un enseignant non qualifié. Quelquefois, ça pouvait même être des islamistes reconvertis en enseignants. Votre taux de performance augmente, vous allez obtenir l'argent. Le taux d'éducation à Ideia s'effondre, parce que ces enfants sont arrachés. Vous avez travaillé sur le travail des enfants. Ces enfants sont arrachés au mode traditionnel de transmission des savoirs et ils n'accèdent pas non plus à des savoirs modernes. Donc là, vous avez une divergence entre la représentation chiffrée et la réalité. Et c'est là qu'on se dit, les chiffres, c'est bien, c'est très utile, mais il faut les ancrer dans des processus de délibération démocratique. Merci. Merci beaucoup. Très intéressant. Luca. Professor Nogler. Grazie per la bella lezione. Mentre ascoltavo mi chiedevo qual è la differenza tra la dogmatica della democrazia di Alain Soupiot e la dogmatica della democrazia di Habermas, perché tutti e due conferite un ruolo molto importante all'etica, l'etica della verità, l'educazione dell'individuo. Per Vico la vita era anche in qualche modo forse più semplice, perché l'etica esisteva in una dogmatica, diciamo, religiosa che rappresentava la verità. Ai tempi presenti questo non è più presente, diciamo, per cui questa etica si scolorisce molto. Habermas risolve il problema introducendo molti elementi di procedura. Res judicata, non res calcolata, res judicata, non significa solo auctoritas, significa anche la veritas di un giudizio fatto in un certo modo, in cui non si fa leva solo sulla verità del coraggio, di dire la verità, il coraggio di dire la verità, la Mündigkeit di Adorno, ma si dà la possibilità di confrontare le posizioni, si crea uno spazio pubblico. Allora mi chiedo, questo elemento procedurale nella teoria di Soupiot è inserita nella differenza tra la sfera privata e la sfera pubblica? È la sfera pubblica che deve garantire questo sostrato etico della società? In fondo quello a cui stiamo assistendo con la globalizzazione è la riduzione di questo spazio pubblico, il giudice privato, il giudice per le controversie private, l'accesso alla giustizia molto limitato, insomma vengono meno tutta una serie di procedure che consentono all'individuo di essere etico pubblicamente, appunto. Oui. Bien, je ne vais pas rentrer dans une discussion trop longue des théories d'Habermas. C'est un grand esprit, là aussi, pour lequel j'ai beaucoup de respect. C'est comme ce que je disais pour Foucault. Mais avoir du respect, justement, pour les grands esprits, c'est développer un sens d'une critique bienveillante à chaque fois, parce que l'histoire nous montre. Nous ne savons pas de quoi nous sommes les agents. À un moment donné, nous faisons de notre mieux, mais on est porté par des contextes historiques. Et il me semble, comme je vous le disais tout à l'heure en privé, que la génération d'intellectuels allemands à laquelle appartient Habermas a eu à résoudre une difficulté spécifique qui est le caractère irreprésentable de l'État en Allemagne après l'expérience de la Seconde Guerre mondiale. À bien des égards, je crois que c'est un contresens, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'État au sens de la tradition juridique dans le cas de l'expérience nazie, ni dans le cas soviétique.
Il ne suffit pas d'avoir un pouvoir centralisé pour parler d'un État, au sens en tout cas où cette notion a commencé à se constituer justement dans la période médiévale. Je n'insiste pas là-dessus. Ils étaient face à ce problème. Il y a eu une réponse à Berma, je disais, il y en a eu un autre courant qui est les réponses des Luhmanniens. Parmi mes bons amis que j'ai connus en Italie, d'ailleurs, il y a Gunther Teubner, qui est connu pour être un disciple de Luhmann et des théories de l'autopoïèse. Et il y a en fait beaucoup de choses communes entre les deux, même si leur opposition a animé le débat doctrinal en Allemagne. Ce qui est commun, c'est la capacité de penser une sorte d'auto-engendrement de la démocratie, indépendamment justement de toute référence dogmatique. Ça pourrait être purement procédural. La différence, c'est qu'à Berma, c'est plutôt optimiste. On se parle et tout va bien. Enfin, ça va de mieux en mieux, plutôt. Je ne dis pas que tout va bien. Luhmann, c'est un peu pessimiste. On se parle et ça tourne en rond dans des cercles qui communiquent plus ou moins par des clapets qui s'ouvrent, etc. Bon. Et on a cru qu'on pouvait liquider la question de ce que, pour les juristes, s'appelle la question du tiers, avec un grand T, ou de la référence, si vous voulez, pour reprendre le terme que j'employais tout à l'heure. Et ça me semble être la limite des approches strictement procédurales. Je pense qu'elles sont des impasses si elles oublient cette dimension hétéronome, indispensable à l'institution d'un champ d'autonomie collective. Alors, ça c'est la réponse générale. Et vous évoquiez effectivement tout le travail remarquable d'Habermas sur l'observation de l'espace public, la constitution de l'espace public. La distinction du public et du privé est fondamentale pour qu'il y ait un ordre démocratique. Même au plan religieux, à Athènes, vous aviez les foyers religieux domestiques, l'aïesta, dans chaque maison, qui marque la clôture de chaque oikos. Et puis, il y a l'aïesta commune, donc le foyer commun de la cité, que les pritanes doivent entretenir tout le temps, et qui lui incarne au contraire le fait qu'il y a un foyer commun. Et cette dimension, c'est une séparation entre le foyer public et le foyer privé. Elle est nécessaire pour qu'un ordre ne soit pas une démocratie totalitaire, si je puis dire, c'est-à-dire qui respecte les espaces qui échappent au champ du politique, et tout en ayant des lieux d'institution d'un intérêt commun. Ce qui est clair dans la période contemporaine, c'est que cette frontière est en train de s'effacer. Mais ça, c'est le sujet dont je parlerai demain. Parce que la reféodalisation, c'est justement le retour d'une structure juridique dans laquelle il y a une hybridation du privé et du public. Pour le dire en deux mots, c'est juste pour qu'il y en ait au moins 2 ou 3 qui reviennent demain. On dit aujourd'hui aux entreprises, aux États, il faut gérer l'État comme une entreprise privée. Et puis on dit aux entreprises, il faut faire de la responsabilité sociale et environnementale, c'est vous qui devez vous occuper de la protection de la nature, de l'éducation des enfants, etc. Donc on met sur le privé des responsabilités qui auparavant étaient celles du public, et on veut gérer la chose publique comme si c'était une chose privée. Donc on est vraiment dans une période de confusion qui fait ressurgir ce type de mixture qui existait un ordre juridique féodal est capable de gérer ça. Je ne veux pas en dire plus, parce qu'on en reparle demain. Merci. Vous avez aussi fait des considérations préliminaires à propos de demain. Demain, le professeur Suppiot parlera sur le sujet de la réféodalisation du droit. Et vraiment, j'espère que les présents seront beaucoup plus que 2 ou 3, même s'il y a toujours le problème de la langue. Mais
nous avons vu aujourd'hui qu'il est possible de la surmonter et nous l'avons fait très bien avec ceux qui sont venus aujourd'hui et que je remercie beaucoup. En même temps, je voudrais vous remercier pour les choses très intéressantes et originales qui vous nous avez dit. Et, je vous donnerai après un article que j'ai découvert il y a quelques jours sur le Corriere della Sera à propos d'un livre d'un monsieur Jason Brennan qui en Italie a été traduit par le titre Contro la democrazia, qui insiste sur les problèmes de la épistocratie, sur le problème des gouvernements, de ceux qui sont choisis parce qu'ils sont compétents. Alors, mais demain nous parlerons même de ça, si vous voulez. En tout cas, je vous donne l'article. C'est la préfaction, l'introduction à cette nouvelle publication. S'il n'y a pas de questions, je pense que la seule chose que je peux faire maintenant est remercier autrefois le professeur Suppiot et vous donner rendez-vous pour demain à 2h30. Merci beaucoup. Merci à tous.